Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 8. Paix sans pain et pain sans paix. Problématique. D'une ontologie du vide et du désespoir en Afrique. 141. Frédéric Kinkani, MVUNZI. Le KIMUSENZI, handicap pour l'émergence. D'une communauté sociopolitique d'excellence. 163. Faustin Kwakwa. Journalisme citoyen en République démocratique. Du Congo à l'heure de la désintermédiation. Le défi. De l'objectivité et le règne de la post-vérité. 181. Sissi Kayan. RECONSTRUIRE, le rôle du chef coutumier. Dans le processus du développement. 213. Adelin KANZE. Témoignage sur Dominique Kahanga RUKONKISH. 225. Crispine Makelele solo. Heureux. 245. 9. Avant-propos. Claude OZANKOM. Le paradigme d'une vraie réflexion philosophique est le centre de gravité de la pensée de Dominique Kahanga. Il représente l'horizon des contributions réunies dans les présents mélanges qui matérialisent l'arc-en-ciel thématique que Dominique Kahanga avait peint particulièrement sur deux terrains de recherche, la philosophie et la tradition sapientielle africaine. Les deux thèmes s'enrichissent mutuellement et forment le fil conducteur des réflexions du présent ouvrage. Dominique Kahanga amorce l'élaboration de la thématique ainsi énoncée en se mettant d'abord à l'école de la philosophie telle que développée par la tradition occidentale. En découle une étude approfondie entre autres de Platon, Aristote, Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, Chambon, Henry, etc. Le but n'est pas de reproduire ce que les uns et les autres ont dit ou n'ont pas dit, mais de se mettre à l'école de la pensée et de découvrir les tendances et les positionnements par rapport à ce qui donne à penser dans la philosophie occidentale. C'est fort de cette écoute de la tradition philosophique occidentale que Dominique Kahanga, en vrai connaisseur de la tradition sapientielle africaine, cherche une rencontre entre les deux modes de pensée. Et rencontre présuppose un dialogue. Il n'est pas rare qu'une rencontre soit une perception unilatérale. Une rencontre peut aussi conduire à une attention mutuelle, à un dialogue et à une coopération, mais aussi à la protestation et au refus. Le concept de rencontre dans la pensée de Dominique Kahanga ne fait pas l'économie du passé, il privilégie cependant l'aujourd'hui. L'accent y est mis sur la situation de changement dans laquelle l'Afrique contemporaine se trouve. Pour ce faire, Kahanga propose une attitude qui permet à l'Africain de retrouver ses racines, mais d'une manière qui le stimule à observer une distance critique tout aussi bien. Claude Ozankome. 10. Vis-à-vis de la tradition africaine, que de la modernité représentée par l'Occident. Le but est clair. L'Afrique doit retrouver un souffle de vie qui ne s'attache pas à une spécificité liée au passé de l'Afrique et qui n'idéalise pas la technoscience telle que l'Occident la propage. Il s'agit somme toute de favoriser une nouvelle vision des choses qui tienne compte du fait que la base à partir de laquelle les aïeux articulaient leur existence et celle des Africains d'aujourd'hui sont différentes l'une de l'autre. Et au lieu de sauter cette différence, pour postuler une quelconque continuité entre les deux conditions de vie, il s'agit plutôt d'articuler la discontinuité entre les deux mondes. C'est en procédant ainsi que peut naître, en tenant compte des conditions existentielles dans l'Afrique actuelle, un questionnement de la tradition africaine qui s'ouvre en même temps aux autres traditions en général et à la tradition occidentale en particulier. C'est au prix d'un tel esprit rationnel et critique vis-à-vis de sa propre tradition et de toute autre tradition qu'une vraie pensée devient possible, conduisant non à la perte de son identité, mais à plus de liberté et de créativité, capable de contribuer à un changement profond et à un avenir meilleur en Afrique. Les différentes contributions de ces mélanges ont été conçues de manière à être lues de façon indépendante les unes des autres. Leur point commun n'apparaît qu'à la lumière de leur contexte global et peut être décrit de la manière suivante. Comme peut-être aucune autre science, la philosophie vit de la réflexion des penseurs sur ce qui donne à penser et de la discussion avec d'autres penseurs. C'est ici que se situe l'étude de sa propre tradition.
Ceci est inévitable dans des situations de crise comme celle que traverse l'Afrique de nos jours. Ce qui est important dans ce cas, c'est de questionner le passé en vue de ses potentialités à venir à partir de l'aujourd'hui, tout en l'ouvrant à la possibilité d'une rencontre avec les autres traditions telles que la philosophie occidentale. Tout en remerciant le Père Céleste d'avoir mis l'illustre disparu sur nos chemins, je le remercie lui-même pour ce que nous sommes devenus grâce à lui. Je remercie infiniment ceux et celles qui ont contribué à garder vivante la mémoire du professeur Dominique Kaang. Ma gratitude s'adresse spécialement à ceux qui ont bien voulu contribuer à ces mélanges. 11. Notice biographique. De MUKUKULA à Kinshasa. Claude OZANKOM. Dominique Kaanga-Rukonkish est né le 12 février 1946 à Mukukula, secteur de Mwenji, territoire de Kaemba, province du Kwango en République démocratique du Congo. Son père André Kaang servait dans la force publique, et sa mère Marie Kavumb était ménagère. Dominique est l'aîné de 3 enfants. Il commence ses études primaires à Lokanda, dans la province de l'Uluabour où son père était affecté et les termine à Kabanga où il avait déménagé avec sa mère, sa sœur et son frère après la mort de son père en 1957. La famille fut alors prise en charge par le frère de papa André, le sergent Moilet. Maman Marie se remariera plus tard. De cette union naquit une fille, Georgine Magille. Au terme de son école primaire, Dominique aborde des études gréco-latines au collège Saint-Paul de Kingundahan et les termine avec brio au collège Albert Ier, actuellement Institut Boboto, à Léopoldville, Kinshasa de nos jours. Pendant les grandes vacances qui suivirent la fin de ses études secondaires, Dominique participa au programme Debout Idiofa, conçu pour redonner du tonus à Idiofa après la rébellion mouléliste. À son retour d'Idiofa, Dominique Kaang est admis au Grand Séminaire de Maïdi pour des études de philosophie de 1966 à 1969. Le cycle de théologie le conduira de 1969 à 1972 au Grand Séminaire Jean XXIII de Kinshasa. Le 27 août 1972, il est ordonné prêtre par S.E. Monseigneur Pierre Boucaer, évêque de Popocabaka. À partir de l'automne 1972, son évêque le libère pour des études universitaires à Strasbourg où il obtient en 1973 le diplôme d'études littéraires. En 1974, il décroche sa licence en philosophie et une année. Ce collège fut transféré à Kasongo-Lunda en 1966. Claude Ozankom. 12. Après la maîtrise dans le même domaine scientifique. Pendant l'année académique 1976 à 1977, il prête main forte au corps professoral de l'Institut de philosophie Saint-Robert Bellarmin de Maïdi, où il assume, entre autres, le cours d'épistémologie 2. De retour en France, il présente une thèse de doctorat de 3e cycle à la faculté de philosophie de l'Université de Strasbourg sur le thème « Affectivité et expérience du temps » en 1980. Il est proclamé docteur en philosophie à l'issue de la défense de sa thèse. Il rentre alors dans son pays natal et est affecté à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Augustin de Kalonda, où il assure d'abord la fonction de professeur résident, avant de devenir en octobre 1981 recteur de la même institution en remplacement de l'abbé Boniface Ndoa. À la fin de ce mandat, il est de 1988 à 1994 chercheur et vicaire de paroisse à Montpellier. C'est pendant ce séjour qu'il est, en 1989, invité au Conseil de l'Europe à Strasbourg et à la Société belge de philosophie à Bruxelles. En 1995, il soutient une thèse de doctorat Nouveau Régime à l'Université de Montpellier sur le thème « Éthique de la vie et développement ». Question posée à la modernité. De retour au pays, il est nommé secrétaire de la Commission épiscopale Justice et Paix, en 1996, fonction qu'il assumera jusqu'en 2002. À la fin de ce mandat, il est nommé professeur à temps plein aux facultés catholiques de Kinshasa, où il assumait déjà des cours en qualité de professeur visiteur jusqu'à l'éméritat en 2010. Handicapé par une santé de plus en plus délicate, Dominique Kaang effectue un court séjour de reconstitution en France et au Luxembourg à la fin duquel il retourne au Congo.
Il se met alors au service de la formation des jeunes en allant renforcer l'équipe des formateurs à Kalonda en qualité de professeur résident jusqu'en 2012. Afin de profiter plus rapidement des soins médicaux appropriés, Dominique Kaang renonce à son mandat de professeur à Kalonda et rentre à Kinshasa. C'est ici que s'achève son pèlerinage terrestre. Il fut rappelé auprès du Père Céleste le 15 octobre 2013 et inhumé le 23 octobre 2013 à Kinshasa. RIP. De CKMABANA écrit à ce propos: J'ai connu l'abbé Kaanga à la fin d'octobre 1976 au Grand Séminaire de Maïdi. L'abbé Dominique est donc venu renforcer l'équipe professorale. Il faut avouer qu'il a réussi à inspirer à ses étudiants le goût de la philosophie, l'enthousiasme érudit pour aborder cette science ô combien cérébrale. Clavé Kayudi Mabana, la coupure épistémologue ou éloge à l'abbé professeur Kaanga, in http://clavé-mabana blogspot de 2013 10e, la coupure épistémologique ou éloge HTML. 13. La théorie HENRYENNE de l'intersubjectivité et la pensée SAPIENTIELL, africaine. Jean Chrysostome KAPUMBA AKENDA. L'hommage que nous rendons à Dominique Kaang, que le destin a arraché de notre affection en 2013, me permet d'analyser l'intuition henrienne d'une intersubjectivité ou d'une communauté acosmique et invisible, en cherchant à dégager la reprise que fait Dominique Kaang de la phénoménologie de Michel Henry à partir de la pensée sapientielle africaine. Cet essai va s'articuler en 3 points. Le premier point relève du fait qu'avec Michel Henry, s'opère un renouvellement radical de la phénoménologie. Le deuxième point analyse l'intersubjectivité acosmique et invisible de Michel Henry, et le troisième point montre que la pensée sapientielle africaine, selon l'appropriation de la phénoménologie de la vie de Michel Henry par Kaang, semble déjà mieux percevoir cet être avec cosmo vital, sans atteindre ce niveau spéculatif auquel parvient Michel Henry. Par là, Michel Henry devient, pour Kaang, celui qui donne des impulsions spéculatives pour une réélaboration de la philosophie africaine. Dominique Kaang montre ainsi l'actualité de Michel Henry, non seulement pour la philosophie universelle partout où elle est enseignée et pratiquée, mais aussi pour l'approfondissement de la philosophie africaine qui, selon la critique que Dominique Kaang formule, déjà dans sa thèse de 3e cycle soutenue à Strasbourg en 1980. Celle-ci deviendra plus systématique dans ses différentes interventions scientifiques aux épigones de cette philosophie qui ont oublié de poser la question essentielle de la culture africaine, la question de la vie. Cette critique reprend la critique qu'adresse Michel Henry à toute la tradition phénoménologique, et c'est pourquoi il cherche à la renouveler radicalement. Pourrait-on considérer une telle critique comme celle adressée à toutes les traditions de pensée? Qu'elle aurait une portée universelle? Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 14. 1. Renouvellement de la phénoménologie. La phénoménologie de la vie a l'ambition de renouveler la phénoménologie, en renouvelant la question même et non pas seulement des réponses à fournir à la question posée au départ par le fondateur de la phénoménologie, Edmund Husserl. Michel Henry n'entend pas donner une assise plus large à l'intentionnalité de l'ego transcendantal, comme Martin Heidegger a cherché à le faire en découvrant l'être au monde du Dasein. Il n'aimerait pas approfondir les acquis de la tradition phénoménologique. Son but est d'assigner à la phénoménologie une direction pouvant aller dans le sens d'une radicalisation de la philosophie elle-même. C'est pourquoi sa phénoménologie de la vie se présente comme une bifurcation du courant phénoménologique. En quoi consiste la radicalisation de la question philosophique? Elle est censée nous conduire plus loin que là où nous a déjà conduit la phénoménologie dans son rapport à cette discipline fondamentale du savoir, qu'est la philosophie. La phénoménologie classique nous a permis de passer de l'interrogation sur l'essence des phénomènes, à la mise en question de leur mode de donation, de leur phénoménalité. Elle ne s'est plus occupée des phénomènes en eux-mêmes, mais de leur manifestation, c'est-à-dire des objets dans le comme de leur apparition ou de l'étant dans sa façon de se présenter devant nous et de s'offrir à notre appréhension. Mais cela ne pouvait suffire,
il fallait approfondir la chose même. Il fallait aller jusqu'à en saisir la racine, ce qui commande d'interroger le comment lui-même. Ce qu'il restait à faire plus exactement, c'est la critique du comment, la critique au double sens kantien, d'une délimitation du domaine de la phénoménalité, cette délimitation reposant sur la reconduction d'un objet donné, non pas le phénomène mais le mode de manifestation comme tel, à ses conditions de possibilité au sein de l'expérience, et d'une légitimation de ces conditions de possibilité telles qu'elles résulteraient de la question de droit, quid juris 2. 1 Monsieur Henry, L'essence de la manifestation, Paris, Presse universitaire de France, 1963, page 270. Cet ouvrage sera cité sous le sigle M. De Kant distingue la question quid facti? Qu'en est-il des faits, de la question quid juris? Qu'en est-il de droit? La question quid facti s'applique à la connaissance et sa réponse est que nous avons, c'est un fait, des représentations a priori qui nous servent à formuler nos jugements de connaissance. La question quid juris tente de répondre à la question de savoir pourquoi et comment ces représentations a priori s'appliquent nécessairement à l'expérience, alors qu'elles n'en dérivent point. Il s'agit chez Kant dans la critique de la raison pure, de la mise. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 15. Seulement, et c'est en cela que Michel Henry a été le premier à le découvrir, le concept de l'expérience ne saurait se référer exclusivement à la transcendance de l'objectivité, comme le pensent la plupart des philosophes de la tradition. Ce concept se réfère aussi et sans doute avant tout à l'immanence de la subjectivité au sens particulier mais absolu d'un s'éprouver soi-même. Dans ces conditions, l'expérience de l'objet transcendant ne peut se révéler que comme reposant elle-même sur un a priori phénoménologique avéré, celui d'une pure épreuve de soi. La phénoménologie, ainsi explicite Michel Henry son projet, est une critique de toute révélation, de ses différentes formes et ses conditions fondamentales. C'est dans ce sens qu'elle a une signification universelle. 3. Ce n'est qu'en 1990, dans Phénoménologie matérielle, à la faveur d'une réflexion sur le statut de l'impression au sein de la vie subjective absolue, c'est-à-dire à l'occasion d'une critique des présuppositions qui gouvernent en secret la phénoménologie et l'éthique de Husserl, que Michel Henry va réemployer le qualificatif matériel apparu dans l'essence de la manifestation 4 pour lui donner un sens définitif, lié à sa propre radicalisation de la phénoménologie. Radicaliser la question de la phénoménologie, ce n'est pas seulement viser la phénoménalité pure, c'est interroger le mode selon lequel elle se phénoménalise originellement, la substance, l'étoffe, la matière phénoménologique dont elle est faite, sa matérialité phénoménologique pure. Telle est la tâche de la phénoménologie matérielle. Il ajoute: la substance phénoménologique qu'a en vue la phénoménologie matérielle, c'est l'immédiation pathétique en laquelle la vie fait l'épreuve de soi, vie. En lumière du bien fondé d'une prétention ou de la possibilité d'un droit, ce à quoi les juristes donnent le nom de déduxo. Aussi déduction transcendantale, dans la critique de la raison pure est-il le titre que Kant confère à la réponse à la question de droit posée devant ce fait de la connaissance que sont les représentations a priori. Sur cette base, on pourrait par analogie dire que chez Michel Henry, la question quid facti est celle qui débouche sur la réponse suivante: les phénomènes se phénoménalisent sur des modes différents. Il n'y a pas un mode unique de phénoménalisation comme semblait le croire Husserl avec son intentionnalité. Il y a duplicité de l'apparaître. La question quid juris concerne chez Michel Henry la condition de possibilité de ces différents modes de phénoménalisation. Le traitement de la question quid facti occupe les sections I et II de l'EM, tandis que celui transcendantal de la question quid juris occupe les sections 3 et 4 de ce traité. 3M, page 55. 4M, 52. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 16. Qui n'est elle-même rien d'autre que cette étreinte pathétique et de cette façon, la phénoménalité elle-même, selon le comment de sa phénoménalisation originelle. 5. L'essence de la manifestation vise l'élaboration d'une phénoménologie du fondement, en tant que fondement dernier et absolu. Pour être dernier et absolu, ce fondement ne doit pas être une simple possibilité, comme le présuppose la méthode transcendantale kantienne, mais un être réel,
un être qui a la capacité en lui-même et par lui-même de montrer sa propre réalité. De la montrer, cette réalité telle qu'elle se trouve d'abord produite par elle-même. Le fondement, s'il est autre chose qu'une simple hypothèse métaphysique, doit encore faire la preuve de sa réalité, et cela sans qu'il soit fait appel à des considérations ou à des théories immédiates dont l'enchevêtrement est toujours censé obéir à un lien logique. L'être doit pouvoir se montrer. 6. Michel Henry ne dit pas ici qu'il faut pouvoir montrer l'être en ce qu'il est, mais l'être doit être lui-même en mesure de se montrer. Or quel est l'être qui a de lui-même la possibilité de se montrer lui-même sans que son pouvoir de monstration, c'est-à-dire l'essence de la manifestation, soit confié à quelque chose d'autre que soi? Il faudrait justifier l'existence d'une révélation qui ne doive rien à l'œuvre de la transcendance, car la transcendance n'est autre que ce pouvoir qui montre le phénomène au moyen de ce qui diffère de lui, et cela précisément parce qu'il le transcende, le dépasse, l'outrepasse à chaque fois. Il faudrait que la philosophie se tienne sur une base nouvelle, une base capable en effet de circonscrire un phénomène absolument original en ceci que le mode même conformément auquel il se révèle est irréductible comme de la manifestation des phénomènes transcendants. Or il se trouve que ce mode qui désigne le comment d'une révélation, la manière dont celle-ci s'accomplit, abstraction faite de toute considération concernant le contenu, a aussi et cela d'une façon paradoxale une signification matérielle. La révélation originaire est à elle-même son propre contenu. Le comme de cette révélation est un être réel. 7. Cette manière qui est un être concret, c'est-à-dire ce commodo qui est toujours déjà un quod, c'est cela qui sera désigné sous le titre d'ego, ou encore l'être de l'ego, le soi et ce don. 5. Monsieur Henry, Phénoménologie matérielle, Paris, PUF, 1990, page 6 à 7. Cet ouvrage sera cité sous le sigle PM. 6 M 49 à 50. 7 M 52. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 17. L'essence est contenue dans sa propre manière d'être qui est une pure puissance de manifestation, où ce qui manifeste est en même temps ce qui est manifesté. Le soi se manifeste à lui-même dans ce phénomène purement modal, dans ce quad qui est d'abord un commodo, qu'est l'affectivité de la vie transcendantale dont la structure, fondée sur l'immanence est pensée à partir de Kant mais aussi contre Kant, a pour nom l'auto-affection. Le soi est l'identité de l'affectant et de l'affecté. Dès le début, Michel Henry amorce un dialogue permanent et critique avec de nombreux auteurs de la tradition, qui appartiennent pour la plupart au temps moderne pour les citer en vrac, Descartes, Malebranche, Leibniz, Spinoza, Mendebiran, Kant, Fichte, Schelin, Hölderlin, Hegel, Feuerbach, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Stirner, Freud, Husserl, Heidegger, Scheler, Sartre, Merleau-Ponty, Koyev, Alquier. À cette liste incomplète, il faut ajouter aussi certains pères de l'Église, les textes évangéliques, quelques écrits d'artistes, par exemple Kandinsky, etc. Mais il faudrait surtout souligner ce qui ressort de ce rapport aux autres auteurs du passé, le fait qu'Henry ait reconnu chez Descartes des intuitions qui lui étaient primordiales, ou qu'il ait salué en Mendebiran un précurseur prodigieux de sa phénoménologie du corps charnel, ou que par son exégèse de Marx, il ait approfondi sa pensée des lois qui déterminent la vie phénoménologique absolue, ou qu'à Hegel, mais aussi à Heidegger, il se soit opposé violemment à chaque étape de son parcours ou qu'il se soit démarqué de Husserl pour affirmer le caractère non pas ilétique, mais matériel de sa phénoménologie. Husserl fait la distinction entre les qualités sensibles, c'est-à-dire objectives, qui sont les propriétés de la chose, et les purs vécus sensuels, c'est-à-dire les impressions subjectives au moyen desquelles s'esquissent les moments objectifs de l'objet. Pour Husserl, l'essence de la HYLE accent aigu se trouve délimitée doublement. Positivement par son appartenance à la réalité même de la subjectivité absolue, comme constitutive de son étoffe, de son être propre, négativement par l'exclusion hors d'elle de toute intentionnalité. 8. Michel Henry salue cette distinction, mais il reproche à la phénoménologie ilétique de Husserl de ne tenir compte de la HYLE accent aigu, de la matière de ces impressions qui fondent la concrétude même du vécu, qu'en fonction des opérations intentionnelles qui s'emparent d'elles et constituent, à partir d'elles et du contenu qu'elle leur fournit chaque fois, l'objet. 8h14. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 18. Telle est la critique que Michel Henry adresse à Husserl,
de surdéterminer la matière par la fonction qu'elle remplit dans la totalité du vécu noétique où elle s'insère neuf. Et telle est dès lors l'ambition de la phénoménologie matérielle de Michel Henry, ne pas considérer la matière comme une matière pour cette forme, mais la considérer au contraire en elle-même et comme telle, comme la matière de l'impression, comme l'impressionnel et l'impressionnalité comme telle, puis dévoiler comment le mode de donation de cette matière n'appartient pas à l'acte intentionnel qu'elle est censée informer, mais à l'immanence absolue de la chair, c'est-à-dire à l'essence de la vie comme autorévélation à la fois dynamique et pathétique. Vers la fin de ce texte tardif qu'est Phénoménologie ilétique et Phénoménologie matérielle, 10, Michel Henry précise un point d'histoire. La phénoménologie matérielle, titre sous lequel on peut ranger les acquis de l'essence de la manifestation ainsi que des recherches ultérieures, n'est pas née d'une réflexion sur les insuffisances de la phénoménologie ilétique et finalement sur sa faillite. Bien plutôt est-elle la condition d'une aperception claire de ces insuffisances. 11. Un philosophe n'est un grand philosophe que s'il est un créateur, et il ne crée que s'il parvient à mener jusqu'à son terme une critique, au sens kantien de délimitation transcendantale, des présuppositions. L'histoire de la philosophie est jalonnée de tels créateurs qui ont tout soumis à la critique, la pensée avec Descartes, la connaissance objective avec Kant, le savoir absolu avec Hegel, la morale avec Nietzsche, le sens avec Husserl, la vérité avec Heidegger, le langage avec Wittgenstein. Ces créateurs ont créé de nouveaux concepts, comme dirait Gilles Deleuze, en construisant des rapports de sens entre des phénomènes. Cette création est ex nihilo parce que, par la puissance de leur pensée, ils atteignent une radicalité telle qu'elle les oblige à affronter une limite indépassable, une limite au-delà de laquelle la pensée s'aperçoit justement qu'il n'y a plus rien à saisir. Michel Henry appartient à cette lignée de penseurs radicaux, si l'on consent à considérer l'essence de la manifestation comme une critique de la phénoménalité pure, c'est-à-dire une mise en question des présuppositions phénoménologiques qui gouvernent toute manifestation possible, ce par quoi le projet de Michel Henry pourra se targuer de renouveler, voire de renverser la phénoménologie. 9 CFR. PM 17. 10h 13 à 59. 11h58. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 19. Mais c'est Descartes, et non Husserl, qui est le premier nom cité dans l'essence de la manifestation, dans ce traité qui se présente alors lui-même comme une élaboration du problème posé par l'être de l'ego. 12. La seconde méditation de Descartes commence de la manière suivante. Nam quod ego sim qui dubitem qui intelligam qui velim tam manifestum et ut nihil occura per quod evidentius explistur. Car que ce soit moi qui doute, qui connais, qui veut, cela est si manifeste qu'il ne se présente rien par quoi l'expliquer avec plus d'évidence. 13. Michel Henry analyse cette phrase dans la généalogie de la psychanalyse 14 et décide de lui offrir un prolongement que Descartes, au nom de l'évidence et de toute évidence, cela est si manifeste qu'il ne se présente rien par quoi l'expliquer avec évidence, ne jugez pas lui être nécessaire. Qu'est-ce qui a poussé Michel Henry à reprendre la question de l'ego, pour la problématiser sur des bases nouvelles? Ce qui a motivé la décision de Michel Henry, c'est une compréhension fondée sur une expérience intime à la faveur de laquelle une intuition fondamentale est née. Cette intuition est que la règle d'évidence, à laquelle recourt Descartes, n'est pas un critère de certitude suffisant parce qu'il existe un critère de certitude plus haut que la règle d'évidence. Il y a cette certitude plus forte que l'évidence qui caractérise la manière apodictique dont la vie, le pur fait de vivre qui s'incarne en chacun de nous, en chaque individu vivant sous la forme tout à la fois dynamique et pathétique d'un pur s'éprouver soi-même, se manifeste toujours à soi. La première question à se poser n'est pas la question de l'être en tant qu'être, question antique, ni celle moderne de l'être de l'ego, mais qu'est-ce qu'apparaître 15 Michel Henry s'explique dans un texte tardif. Indépendamment de l'apparaître, aussi longtemps que l'apparaître n'apparaît pas, l'être n'est rien, au sens de ce qui n'est rien du tout. Son essence, ce qui permet d'être, l'être la trouve seulement dans l'apparaître qui a déployé sa propre essence à lui, l'essence de l'apparaître qui consiste dans le fait d'apparaître effectivement 16. 12m 1. 13 R. Descartes, Méditation métaphysique, IX1, page 29, IX1, page 22. 14 Monsieur Henry, Généalogie de la psychanalyse, Paris, PUF, 2003, page 90.
En sigle GP. 15M 270. 16 Monsieur Henry, de la phénoménologie. Tome 1 Phénoménologie de la vie Paris PUF 2003, page 79, sigle PVI. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 20. La question est celle de l'essence de la manifestation, ou celle de la manifestation de l'essence de la manifestation, c'est-à-dire celle de l'automanifestation de l'essence. Il s'agit ici de l'enjeu de la philosophie première, parce qu'il s'agit d'une manifestation qui apparaît elle-même en son essence, c'est-à-dire que son essence apparaît à soi-même. L'acte d'apparaître peut renvoyer à lui-même. Sur quel mode ce renvoi peut-il se produire? Pour Michel Henry, l'auto-affection ou l'auto-épreuve de soi est le mode sur lequel s'effectue l'apparaître de l'acte d'apparaître. L'essence de la manifestation a l'ambition de proposer une phénoménologie du fondement, de l'originaire. Celle-ci est une ontophénoménologie, qui rallie tout à la fois la phénoménologie et la métaphysique. Dans l'essence de la manifestation, Michel Henry répond à la question s'il existe un absolu et si cet absolu existe, de quelle nature il est, et dans quelle dimension il apparaît et se déploie. La question est la suivante. Qu'est-ce qui permet de savoir qu'il y a de l'absolu et ce qu'il est? Il corrigera cette question en substituant au ce qu'il est de l'absolu, un qui il est, et en découvrant que l'absolu est identique à l'affectivité de la vie ou à la vie comme affectivité de sorte qu'il ne peut qu'envelopper en lui-même, dans son essence qui est aussi son être, une ipséité, un soi. L'essence de la manifestation s'achève sur un appendice portant sur l'essence originaire de la manifestation, opposé au concept hegelien de manifestation 17. Le point de départ intellectuel de Michel Henry est le champ de ruines du système hegelien, la désolation produite par l'idéalisme allemand, la prise en compte des conséquences nihilistes de l'idéologie romantique. Le point de départ intellectuel de Michel Henry, c'est la question du soi vivant affrontée à l'occasion de la mise en question de l'indépendance et de l'assurance interne de validité du savoir absolu. C'est contre l'idéalisme absolu et sa logique spéculative que Michel Henry a élaboré sa propre philosophie de l'absolu. On pourrait relever un triple point de départ. A. Existentiel, mise en critique des créateurs. B. Intellectuel, oubli de la vie. C. Doctrinal, question du corps ou de l'être du corps ou corporéité entendue comme cette dimension transcendantale et radicalement immanente au sein de laquelle vient se former l'ipséité de l'ego. Pour Henry, l'individualité est quelque chose de transcendantal, indépendant de toute conception empirique liée au continuum spatio-temporel. L'individualité a partie liée avec le corps, car elle relève originairement de l'incarnation. Celle-ci est le milieu où 17 CFR. M 863. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 21. S'accomplit dans l'immanence une révélation sui generis, celle de ma propre subjectivité 18. Michel Henry distingue trois modalités de corps, la chair, le corps propre et le corps objectif ou trois corps, subjectif ou absolu, organique et transcendant. Cette distinction renforce la duplicité de l'apparaître. À l'identité réelle du corps originaire et de notre corps organique, ou plutôt à l'identité de la vie absolue qui est l'être du corps originaire et qui retient dans son unité le corps organique, dont elle est aussi pour cette raison la vie, s'oppose l'identité représentée de notre corps transcendant objectif avec notre corps absolu, identité qui repose naturellement sur l'identité originaire de l'être du corps subjectif, c'est-à-dire de l'ego. 19. C'est qu'il y a en apparence deux corps. Le corps absolu qui se révèle dans le mouvement subjectif et irreprésentable de l'effort et qui est invisible, et le corps transcendant objectif qui appartient à l'espace extérieur, c'est-à-dire à la vérité du monde et qui lui se donne à voir. Mais en réalité, il y en a trois. Mais quelle est la portée d'un tel renouvellement? Pour une théorie d'intersubjectivité comme thématique inhérente à la philosophie fondamentale. Un constat d'un lecteur averti. Michel Henry renouvelle radicalement la compréhension de l'expérience d'autrui. L'intersubjectivité est inhérente à la subjectivité. L'interprétation d'une telle thèse s'éloigne complètement des théories qu'il décrit schématiquement dans ses leçons sur l'expérience métaphysique d'autrui, données en 1954, réélaborées systématiquement en 1990 dans sa phénoménologie matérielle.
il s'agit d'une critique qu'il adresse à Scheler, Sartre, Hegel ou Searle. Il rejette automatiquement les descriptions intramondaines d'intersubjectivité que nous offre Marcel, Buber. Il a des réserves fondées sur les points de vue d'un Lévinas sur le visage d'autrui, qui me persécute et me prend en otage, dont l'asymétrie doit être corrigée avec l'intervention du tiers ou de l'illéité. C'est pourquoi il est nécessaire de laisser Michel Henry nous introduire à sa conception d'intersubjectivité. 18 CFR. Monsieur Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, in Monsieur Henry, Phénoménologie de la vie. De l'art du politique, tome 3, Paris, PUF, 2003, page 144. En sigle PPC. 19 PPC 185. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 22. 2. Théorie henrienne de l'intersubjectivité. En 1990, dans l'avant-propos de Phénoménologie matérielle, Henry annonce qu'il va consacrer un ouvrage à une étude systématique de l'intersubjectivité. Cet ouvrage ne verra jamais le jour. Et cela, non pas en raison d'un échec ou d'un empêchement, mais d'une décision. Le chantier du livre a été ouvert en 1991. Volontairement laissé en plan vain. L'auteur n'a pas oublié la problématique. Il l'abordera sur base d'un dispositif enrichi par un concept qui revêt dans sa pensée une importance majeure, celui de la vie absolue. Ce concept absorbe l'intersubjectivité au point de presque la dissoudre. Le terme intersubjectivité est compris par Michel Henry dans un sens générique. On peut dégager 3 acceptions principales de ce concept. A. Celle de ce qui est en commun dans une communauté, ce que l'auteur appelle être avec. B. Celle de l'accès à l'autre ou l'en commun, accès que Michel Henry désigne par le terme de relation 21. C. La rencontre entre les membres de la communauté, rencontre qui se produit dans le monde. Même s'il n'est guère développé, le point est évoqué avec clarté car il entend analyser l'ensemble de la sphère intersubjective de la vie invisible hors monde et ses occurrences visibles dans le monde. Le premier texte que Michel Henry consacre au thème de l'intersubjectivité est la 3e section de Phénoménologie matérielle, Pathos avec. Elle comporte 2 études. La première analyse la 5e méditation cartésienne de Husserl. La deuxième se donne pour thème la phénoménologie de la communauté. Dans la première, Michel Henry critique la problématique de l'intersubjectivité telle qu'elle est instruite par Husserl, selon la constitution intentionnelle d'un en commun par les égaux. Dans la seconde, à rebours de Husserl, il se fonde sur un en commun de la communauté. Husserl entend approcher l'en commun à partir de la phénoménalité qui donne à l'ego, l'autre ego. Or, pour Michel Henry, l'ego est d'abord un soi vivant dans la vie avant d'accéder aux possibilités. 20 CFR. Intersubjectivité pathétique in J.M. Brome J. Leclerc, dire, Michel Henry, Lausanne, L'âge d'homme 2009, page 124 à 147. 21 Ces 2 acceptions sont historiquement véhiculées par la tradition phénoménologique. La première correspond à ce que Husserl a nommé le Miteinander, et que Heidegger considère comme le Miteinandersein. La seconde est celle que ces auteurs ont traitée à travers l'altérité transcendantale de l'ego ou l'encontre entre les Mitdasein propulsés dans le monde. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 23. De l'ego transcendantal 22. Le moi désigne en fin de compte ce caractère d'être auto-affecté par soi, il est désormais un soi et un moi 23. Or la vie est cela qui se phénoménalise sans vis-à-vis, hors de toute intrigue noético-noématique, elle est celle qui donne et cela qui est donné. Vouloir comprendre l'autre ego, l'alter ego, à partir de l'ego renvoie immanquablement à l'un ou à l'autre des motifs, analogies, extériorité, représentation, qui trahissent à ses yeux le défaut congénital de la tradition phénoménologique qui distingue l'apparaître et l'apparaissant. Ici, au cœur de ce texte consacré à l'intersubjectivité pathétique, Michel Henry fait ce rappel. La phénoménalité doit pouvoir se phénoménaliser de soi-même. 24 Que signifie cette exigence d'un apparaître qui apparaît lui-même à l'égard de la communauté sinon ceci? Une telle exigence ne peut pas relever d'une constitution transcendantale opérée par l'ego ou entre les égaux. La communauté n'est pas non plus cette réalité ouverte à l'en commun dans l'extériorité du monde,
sous la forme d'un Dasein irréductiblement Mitsein. Celle d'un être là avec, qui ne serait pas une détermination existentielle caractérisant le Dasein à partir de soi-même, mais un faire encontre selon le mode de l'indifférence et de l'étrangèreté 25. La communauté ne se tient pas au monde, du moins en premier lieu, pour cette raison radicale. Toute communauté est celle des vivants dont la vie ne se rapporte ni à l'espace ni au temps. Reconnue comme pathos, la vie est invisible tandis que le temps-monde, instance de visibilisation loin d'être niée, est exacerbé comme son antithèse. La vie se tient hors temps au point que, en elle, l'absence du passé comme de tout flux vers un hypothétique futur sont constitutifs de sa définition même. Vivre n'est jamais au passé 26. De même, la communauté est par essence invisible. Si les membres 22 Michel Henry a détaillé très clairement les différences qu'il fait entre le soi, l'ego ou le moi, et le sujet-je, ainsi que le continuum qu'il reconnaît à ces figures de l'individualité, CFR. Le corps vivant, une autodonation, entretien et conférence, Paris Beauchesne 2004. 23 Monsieur Henry, le corps vivant, une Monsieur Henry, autodonation, entretien et conférence, page 102 à 104. En sigle autodonation. 24 J.M. Brome J. Leclerc dire, Michel Henry, Lausanne, L'âge d'homme 2009, J.M. Brome J. Leclerc dire, Michel Henry, page 142. 25 Monsieur Heidegger, Saint und Zeit, Tübingen, Monsieur Niemeyer, 1979, page 119 à 120. 26. Monsieur Henry, c'est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris Seuil, 1996, page 26 à 31, Équivalence entre temps et monde, ce livre sera cité sous le sigle CV, Phénoménologie de la vie, tome 4, sur l'éthique et la religion, Paris PUF 2004 page 219, sigle PV suivi du tome, PV4, P.O.D. Michel Henry. Une trajectoire philosophique Paris, Les Belles Lettres 2006. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 24. De la communauté ne peuvent rendre compte de l'en commun. Qui est alors en mesure de le faire? La question prend la tournure d'un défi. 1. Mettre au jour la phénoménalisation propre de l'en commun en la soustrayant à la constitution intentionnelle ou Husserl la reconduit inlassablement. 2. L'arracher à l'extériorité et à la temporalité où le localise Heidegger. La tâche n'est pas simple. En premier lieu, si le soi peut témoigner de la vie comme phénoménalité se phénoménalisant à travers l'auto-affection du pathos, il n'en va pas de même de la communauté. À supposer qu'elle soit en mesure de témoigner d'un en commun qui serait donné, cette donation phénoménale ne saurait impliquer le soi ou l'ego comme à l'égard d'un phénomène ordinaire, c'est-à-dire en tant que donatrice puisque celui-ci appartient à ce qui est donné. Quant au monde, si Michel Henry dénie à l'analytique existentielle du Dasein toute compétence à l'égard de la vie, il ne disqualifie pas le monde lui-même. Parce qu'elle est un pathos, la vie ne s'éprouve ni dans l'extériorité ni dans le temps du monde. Pour Henry, la communauté est un a priori. N'est-ce pas dans le monde cependant qu'elle s'accomplit que la rencontre a lieu et le couple s'accouple 27? L'extériorité et la temporalité seraient alors l'instance où s'attesterait la communauté quoiqu'invisible par essence, et où la vie elle-même s'attesterait lorsqu'elle est communautairement en jeu. Henry surmonte ces obstacles en proposant une position magistrale comme réponse aux deux défis. La réponse est la vie absolue. À partir de 1992, Michel Henry commence à écrire le mot « vie », tantôt avec une majuscule, tantôt avec une minuscule. Dans le premier cas, le terme revêt un sens spécifique, celui de la vie absolue. Dans le second cas, il désigne soit la vie individuelle éprouvée par chacun, soit d'une manière générique, la vie absolue et la vie individuelle. Dans C'est moi la vérité, Michel Henry explique qu'il n'y a qu'une vie, en précisant 6 pages plus loin qu'il y a 2 vies. Il n'y a qu'une vie. C'est précisément celle-là qui donne l'ego à lui-même. Il y a 2 vies, celle qui se donne à elle-même dans son autogénération, celle qui n'est donnée à elle-même que dans l'autogénération de la vie absolue 28. Il faut reconnaître 2 modalités pathétiques, celle de la vie absolue génératrice du soi et celle générée par chaque soi en son sein propre. 27 ppm, page 175 à 176. 28 CV, page 202, 208, CFR, la note page 40 où l'auteur s'explique sur l'usage du terme vie avec majuscule et minuscule.
La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 25. La vie absolue, en majuscule, en tant qu'elle est indissociable de la pluralité des soi et que chaque soi renvoie à elle, prend la place d'une clé de voûte dans l'économie de la pensée de Michel Henry. Cette conceptualisation se produit au moment où Henry est en train de reformuler le thème de la communauté. Il s'agit d'un revirement radical de sa perspective. À la question de savoir comment la relation entre soi est possible, la réponse est alors la suivante: la relation est antérieure au soi. Il n'y a pas lieu de chercher la condition de possibilité de la relation entre soi auprès des soi, car en fait de soi, il n'y en a que dans une relation établie préalablement à tout soi dans la vie absolue originaire commune. C'est le sens de cette démonstration, où l'on s'en tient naïvement à un ego reposant sur soi et se suffisant à lui-même, où l'on se range à cette évidence qu'aucun ego ne s'est jamais apporté à lui-même dans la condition qui est la sienne. Alors il faut reconnaître que cette impuissance radicale concerne l'autre ego aussi bien que le mien, et son incapacité à former le point de départ aussi bien que le point d'arrivée de la relation à autrui. Dès lors, il convient d'admettre que les termes entre lesquels une telle relation doit s'établir ne sont eux-mêmes possibles que dans cette vie qui fonde aussi la relation elle-même, en tant qu'elle est elle-même cet être en commun. 29. La mise au jour de la vie absolue dans ces mois la vérité apporte non seulement une réponse au quoi, de l'en commun et de la relation, deux des principaux motifs de l'intersubjectivité identifiés comme identiques, mais fournit également le document phénoménal du comment, l'apparaître du soi au pluriel. L'élaboration de ce concept satisfait au cahier des charges de la problématique de l'intersubjectivité tel qu'il avait été fixé dans Pathos avec, comme un fond de la vie commun, nappe affective souterraine à laquelle chacun s'abreuve. 30. L'incarnation 2000 en donnera une formulation plus aboutie. La vie absolue se révèle être en son verbe, l'accès phénoménologique à l'autre soi comme elle est pour moi-même l'accès au mien, l'ipséité en laquelle je suis donné à moi et vient à moi, en laquelle l'autre est donné à lui-même et vient à lui, en laquelle je puis venir à lui, en laquelle il peut venir en moi. C'est en ce sens par conséquent que la vie est l'être avec, comme tel. 29 CV, page 317. 30 CFR. PM 178. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 26. L'essence originelle de toute communauté, l'être en commun aussi bien que ce qui est en commun. 31. L'option pour la vie absolue est assortie cependant d'une prise de risque. À l'égard des étangs vivants que sont aussi les soi, la vie absolue est celle qui précède toute génération et toute relation. Cette précession est problématique. Signifie-t-elle que la vie, hors temps et hors monde, s'accomplit à travers la venue de chaque soi selon l'écart d'un avant et d'un après? Michel Henry précise: l'auto-engendrement de la vie en lequel chaque ego vivant sera engendré signifie pour celui-ci un avant absolu. Comment donc cet ego pourrait-il rejoindre cette vie qui le devance dans une antécédence à peine pensable? 32. Faudrait-il définitivement faire droit à la conjecture d'une communauté s'accomplissant dans la rencontre évoquée dans le Pathos avec? Les problèmes de l'intersubjectivité sont évacués au prix d'un retour du temps là où on l'attend le moins, dans l'instance de vie qui gouverne la vie hors temps. Ce que Michel Henry invite à penser, c'est une conception entièrement neuve et insolite de la temporalité, soit l'essence de la temporalité propre à la vie. 33. Michel Henry cherche à accomplir cette tâche avec le christianisme, dont il avance ici une lecture philosophique où phénoménologie de la vie et doctrine chrétienne jouent cependant, l'une à l'égard de l'autre, comme révélateur ou validation, non comme condition nécessaire d'élaboration. L'enjeu paraît insurmontable. Comment penser une forme du rapport à l'avant qui ne soit plus la distance du passé, aucune distance, aucune eucastase? 34. Le réquisit, toute forme de rapport qui ne tient pas sa possibilité de la mise à distance d'une eucastase, la puise dans le Pathos. 35. Michel Henry avance cette solution, mais la vie, nous le savons, est un mouvement, un procès, le procès de l'éternel venu en soi de ce qui s'éprouve soi-même sans jamais se séparer de soi. Ce mouvement de venir en soi qui ne se sépare jamais de soi, c'est la temporalité propre de la vie, sa temporalité radicalement immanente, inextatique, pathétique. Dans cette temporalité,
Il n'y a ni avant ni après au sens où nous l'entendons, mais un éternel mouvement, un éternel changement en lequel la vie ne cesse de s'éprouver soi-même. 31 Monsieur Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris, Seuil 2000, page 352. 353. 32 CV 199. 33 CV 199. 34 CV 201. 35 CV 201. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 27. De s'éprouver dans le soi qu'elle génère éternellement, et qui lui-même ne se sépare jamais de soi. Que, dans la temporalisation de cette temporalité originelle immanente, il n'y a rien de passé, rien non plus qui ne serait pas encore. Rien de perdu et rien d'attendu, nous le comprenons dès que nous comprenons la possibilité de quelque chose comme vivre. Car dans le mouvement même du vivre et pour autant qu'il s'accomplit comme l'auto-mouvement d'un soi, tout est vivant et ne cesse de l'être. 36. La proposition de Michel Henry consiste en ce fait que la temporalité inextatique ne se substitue en aucun cas à la temporalité du temps-monde, ni à un quelconque sentiment du temps. Elle assume les deux manifestations du pathos, soit la vie-pulsion d'elle-même, aussi bien sous la forme absolue toujours et encore à l'œuvre que sous la forme de l'épreuve auto-affective radicale du se souffrir soi-même où s'origine toute souffrance et toute jouissance. 37. Il s'agit d'un pathos à l'œuvre à travers la génération des soi, et à travers la vie de chaque soi. Il n'en reste pas moins que le soi se trouve en présence des deux temporalités que l'on peut saisir ainsi. Celle de son corps de chair éprouvant, celle de son corps de chair vieillissant. La temporalité inextatique répond entièrement du premier. Généré dans l'autogénération de la vie absolue toujours à l'œuvre et en tant que vivant éprouvant né à la vie dans la vie. Le temps-monde où règne l'extatique accapare-t-il le second ? La vie est mouvement, nous dit Michel Henry avec insistance. Elle est éternelle venue en soi. Que pourrait-on comprendre de cet énoncé ? Ce qu'il faut retenir est ceci. Est éternelle la venue de l'épreuve de la vie dans la chair pour autant qu'il y a des corps de chair vivants. L'éternel est tel, mais étroitement conditionnel. Il témoigne de son accomplissement et pareillement garantit ce dernier, une forme de répétition de la venue-revenue pathétique de la vie absolue en chaque soi incarné incorporé, revenu de l'épreuve pathétique dans le corps de chair. Un deuxième préfixe, en sus de celui de l'auto, serait indispensable pour décrire l'autodonation de la vie, celui d'heureux qui marque la répétition. La vie est la répétition. 38. La vie propre au soi qui est incapable de se donner à soi-même la vie, est seulement donnée dans la vie absolue, ici assimilée à Dieu. C'est ainsi que s'accomplit la répétition de l'intériorité phénoménologique réciproque. 36 CV, 201 à 202. 37 CFR. POD, Michel Henry. Une trajectoire philosophique, page 143 à 153. 38 PM 173. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 28. De la vie et de son verbe en tout vivant, comme intériorité phénoménologique de ce vivant et de la vie absolue. 39. La répétition permet techniquement de reconnaître le chaînon entre corps de chair éprouvant et corps de chair vieillissant, entre temporalité inextatique et temporalité extatique. Il s'agit de la répétition des manifestations auto-affectives qui se tiennent dans la temporalisation du soi, comme corps de chair et non les manifestations auto-affectives elles-mêmes relevant de la seule chair. Ce qui s'expose ainsi à la temporalité du monde jusqu'à s'épuiser en elle, n'est jamais l'épreuve pathétique de la chair qui demeure inaltérable, c'est la possibilité de son accomplissement dans le corps de chair. La répétition se présente donc comme cette possibilité propre à chaque soi, pour son propre accomplissement en tant que soi-même. Le soi ne peut jamais être livré entièrement à la temporalité du temps-monde, sinon il ne serait pas un vivant participant à la vie. Cela signifie que la qualification de vie de chaque soi est toujours aussi relative à la modalité de son accomplissement pathétique. C'est la notion d'un tel accomplissement qui permet de soustraire le corps de chair vieillissant à la seule indexation du temps-monde, les jours de la vie, pour l'indexer à la temporalité de la répétition propre à chaque soi, la vie en son jour qui m'est propre.
Quelle est alors la portée de la temporalité inextatique? La temporalité inextatique conçue par Michel Henry en introduisant la vie absolue dans l'économie de la vie, se traduit par la répétition des occurrences pathétiques éprouvées par le soi d'une part et la pluralisation des soi d'autre part. Ces deux mouvements qui procèdent d'un même élan, ne font-ils que produire ces deux effets de facture si différentes, ou convergent-ils d'une façon ou d'une autre? S'il n'y a en définitive qu'une vie, pourquoi et comment y a-t-il un pathos qui produit les soi et un pathos produit au sein des soi? Henry répond que les deux formes pathétiques puisent chacune leur effectivité en tant qu'elles se réalisent l'une par l'autre. La vie selon les vivants, elle en eux et eux en elle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les vivants en tant qu'étant mondains? Voici une réponse. L'autogénération revêt une dimension séparatrice, celle d'une individualisation au sein de la vie absolue et qui, comme telle, porte en germe la dissémination. Elle précipite ce faisant les vivants incarnés incorporés dans le temps-monde, au risque de l'éparpillement. 39 Monsieur Henry Incarnation. Une philosophie de la chair. Paris Le Seuil 2000 page 352. En sigle Incarnation. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 29. Ici, c'est-à-dire à cette échelle de la vie, le jeu de la temporalisation inextatique se manifeste d'abord comme cette prise de risque dans la temporalisation extatique et les lieux multiples de l'extériorité du monde. A contrario, la relation établie dans le monde, lorsqu'elle est établie et là où elle est établie, est cela qui contrarie la dissémination et limite le risque de l'éparpillement. Combattre ce dernier est un impératif de la vie. L'accomplissement du pathos, responsable du pluriel, suppose que l'être avec originel ne soit pas perdu de vue avec l'individuation où il s'épuiserait. Pour satisfaire ces exigences, il faut donc satisfaire à l'exigence de la relation dont la condition est la rencontre. La rencontre assujettie par l'espace et le temps mondain, est cela qui ne se répète jamais. Elle est l'envers de la répétition. La rencontre relaie la répétition en reconduisant les soi à l'être avec. Même s'il ne s'attarde pas sur elle, Michel Henry n'a pas manqué l'importance décisive de la rencontre. C'est la vie en son verbe, de la façon dont elle est venue en lui, avant le monde, qui unit tous les vivants, d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et rend possible leur rencontre comme son unique préalable 40. Si la vie est le préalable de la rencontre, celle-ci se doit de lui retourner sa dette. Le sens de la rencontre est de rendre la relation, juridiquement nécessaire, non seulement possible mais aussi effective. L'articulation de la temporalité pathétique du corps de chair éprouvant à la temporalité extatique du corps de chair vieillissant selon la répétition, permet de soustraire la qualification de la vie du soi individuel au seul index du temps-monde. De même, l'articulation de la temporalité pathétique propre de la vie absolue à la temporalité des soi livrés au monde permet-elle de soustraire ceux-ci à la seule qualification selon leur sort mondain, où les menace la dissémination et l'éparpillement. Si chaque vie du soi est susceptible de s'énoncer, non uniquement selon une sommation de jours mais selon une qualification pathétique, c'est-à-dire en définitive affective, c'est en raison de son contenu phénoménologiquement identifié par la répétition. Si la vie plurielle est susceptible de s'énoncer, non plus uniquement selon le temps astronomique de l'arche Terre commune, mais aussi selon l'être avec, l'affect commun par essence, retrouvé par la relation, c'est en raison de la phénoménalité de la rencontre. Notre temps et notre lieu commun se déploient selon un rapport. 40 CV 208. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 30. Homothétique avec la temporalité inextatique originelle, où la vie trame l'autogénération. Cette esquisse de la théorie henrienne de l'intersubjectivité caractérisée essentiellement par son invisibilité et son acosmicité, nous permet de reconstruire brièvement l'effort d'appropriation de cette phénoménologie de la vie par Kahang, pour une réélaboration de la philosophie africaine. 3. Le rapport entre la phénoménologie et la pensée sapientielle africaine chez Dominique. Kahang. Socrate et Platon ne me seront véritablement nécessaires que lorsque je pourrai les relier à d'autres éléments de pensée et de morale, acquis par ma propre société. 41. Cette phrase prononcée par le professeur ghanéen Buzia lors d'un congrès tenu à Accra en 1958,
est toujours reprise par Dominique Kaang dans ses 2 thèses de doctorat, de 3e cycle en 1980 et dans celle du Nouveau Régime en 1995 et dans ses différents articles. La reprise incessante d'un tel conseil montre que Dominique Kaang vise autre chose dans ses études de la philosophie occidentale. Il cherche à élaborer une philosophie africaine. Dominique Kaang reste philosophe africain, même s'il s'accroche à la phénoménologie de Michel Henry. Il cherche à maîtriser la phénoménologie de Michel Henry parce qu'il voit en elle la possibilité de la relier à d'autres éléments de pensée et de morale acquis par sa propre société africaine. Il s'agit de relier la phénoménologie aux éléments de pensée et de morale que nos aïeux ont créés, qui les ont façonnés et dont nous sommes héritiers 42. Ce fait de relier doit être une création des conditions nouvelles de compréhension de soi. Ce type de compréhension est un style d'exister, qui ne se confond pas avec la recherche stérile de la spécificité 43. Dominique Kaang cherche à comprendre l'élément essentiel de la culture africaine, une manière spécifique à cette culture d'éprouver la réalité. Il s'agit de la vie comme le pouvoir de liaison, comme la structure interne de tout ce qui. 41 NDAW. Peut-on parler d'une pensée africaine? Une présence africaine numéro 58 1966, page 32 à 46. 42 DKAHANG. Phénoménologie et vie sapientiale africaine. Apprendre à voir le sens d'une découverte. Un problème de méthode en philosophie et sciences humaines en Afrique. Acte de la 7e semaine philosophique de Kinshasa du 24 au 30 avril 1983, Kinshasa, Faculté catholique de Kinshasa, 1986, page 93. 43 CFR. Épidème. La théorie henrienne de l'intersubjectivité. 31. Est. Aussi loin que l'on recule l'horizon du monde traditionnel et historique de l'Afrique noire, ce qui émerge et fait penser à une matrice symbolique identique au sens de la totalité, c'est le sens de la vie, du pouvoir de liaison, à la fois coextensif et intérieur aux êtres là. Leur pâtir fondamental présuppose leur être actif. Et cette passion de soi d'un être revêt de toute nécessité un caractère affectif, une capacité d'éprouver la réalité autrement que par une relation d'ustensilité 44. Toute l'entreprise de Dominique Kaang est de repenser le sens de la vie à partir du motif phénoménologique fondamental tel qu'il a été recadré par Michel Henry, à savoir le mode propre de la révélation de l'ipséité, la vie immanente aux déterminations de l'existence d'une part, et d'autre part l'être de L', apérité, du mouvement par lequel le monde devient monde, dans son double aspect de principe et de milieu de visibilité, comporte un moment de lucidité sur les contraintes conceptuelles, dont on pressent dans plusieurs textes des Africains le caractère arbitraire et ethnique de vérité, caractère supporté par la matrice occidentale de l'évidence rationnelle opposée à la fausse évidence sensible 45. Dominique Kaang reprend pour la pensée africaine la même critique que Michel Henry adresse à toute la tradition philosophique occidentale, l'oubli du sens de la vie. La pensée africaine ne permet pas encore aux nouvelles générations d'y apprendre le sens du fondement, la manière de se tenir dans la présence comme une vie sapientiale, l'anamnésis d'une vie sapientiale 46. En cherchant à dissiper la confusion entre la fausse et la vraie philosophie comme voie de sortie de la philosophie africaine de l'impasse ethnologique, les philosophes africains de l'école française Towa, Utonji, Adotevi, Iboussi, pensaient que la question du sens de la vie s'avérerait d'elle-même être un faux problème. Le constat de Dominique Kaang est fondé, et c'est pourquoi il cherche à élaborer une philosophie africaine de la vie. Une telle philosophie africaine de la vie est d'abord comprise comme une philosophie des initiations. Dominique Kaang ne comprend pas les rites d'initiation comme les débris de la tradition condamnés à disparaître avec l'évolution à la manière des ethnologues occidentaux. Il ne les comprend pas non plus comme curiosité dépourvue de tout engagement dans la vie vécue par celui qui se détermine soi-même. Les descriptions ethnologiques s'arrêtent au 45. Ibidem, page 95 à 96. 46 Ibidem, page 95. 44 Ibidem. Jean Chrysostome Kapumba Akenda. 32.
Initiation et aux attitudes institutionnalisées telles la solidarité et l'hospitalité sans saisir le principe de liaison qui sous-tend le système social et qui confère au social un sens cosmologique, et aux modalités de la vie le sens de la noblesse d'être quelqu'un. L'ontologie du rapport au type, UNTHU, reste encore à penser. 47. Dominique Kaang analyse les rites d'initiation en vue de repérer en eux une ontologie du rapport au type, une problématique philosophique du fondement. La vie de quelqu'un est affirmée ensemble, comme présence solidaire à autrui et comme présence cosmo-vitale de la présence du monde. L'épreuve initiatique ouvre les yeux du néophyte sur la solidarité des êtres là, sur la communauté originelle avec les êtres, avec les autres, avec l'être dans la vie. L'éveil qui provient de l'initiation nous fait prendre conscience d'un pathos avec, invisible à l'espace et acosmique. C'est sur base de cette intersubjectivité invisible et de notre solidarité avec le monde, que Kaang fonde les bases sociales de sa philosophie africaine. Dominique Kaang comprend ensuite sa philosophie africaine de la vie comme philosophie africaine de la vie sociale, qui est aussi bien une anthropologie philosophique qu'une philosophie morale. Sa deuxième thèse de doctorat présentée à l'Université de Montpellier porte sur la modernité africaine. Il tente de proposer une esquisse d'une philosophie sociale africaine, qui est aussi une philosophie de l'homme. Il regrette de voir l'Afrique être dirigée par des chefs indignes, qui se distinguent par leur platitude. Ils sont des hommes du vide, Bantou Yampamba. Son esquisse d'une philosophie sociale porte sur la justice et sur l'homme juste et vrai qui est conscient de son appartenance aux êtres, aux ancêtres morts-vivants, à l'être et à l'absolu. Dans la tradition, un homme, un type d'homme signifie l'épreuve de cette vie absolue, de cet éclat de la vie, c'est le Muntu Masonga. L'homme juste, à entendre au sens Kikongo, celui par lequel la vérité se montre. Et l'exigence de cette vérité qui se montre est la justice. Telle est l'anamnésis de la vie sapientielle dans sa forme sapientiale. 48. Ces quelques éléments peuvent nous introduire à la pensée plus complexe de Dominique Kaang. C'est une de nos tâches intellectuelles de la rendre plus explicite en tentant d'éditer ces deux thèses de doctorat, de rassembler et de sélectionner avec discernement. 47 DKAHANG, l'affectivité et l'expérience du temps. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.